Aïe aïe, la vie dure, 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 la vie du rail à pied, à cheval ou en voiture, en route pour de nouvelles aventures. J'ai pris un train en partant, c'est un train de voyageurs qui traverse la France pour aller voir ailleurs. L'invité du grand rendez-vous aujourd'hui, Guillaume Pépi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous un dimanche. La SNCF peut-elle disparaître? La SNCF telle qu'elle est peut-elle disparaître? Guillaume Pépi, la SNCF est obligée de se réinventer. Est-ce qu'elle en est capable? Vous nous le direz peut-être au cours de cette émission. Les Français tiennent à leur service public, même s'ils les irritent souvent à cause des retards, des accidents, des dysfonctionnements et aussi des tarifs. Chaque jour, la SNCF, il faut le rappeler peut-être, c'est 17 000 trains, des millions de voyageurs, des millions de passagers dans les gares, 140 000 salariés occupés aussi, jour et nuit, à changer les rails, à améliorer le réseau. En 2016, d'après tout ce que nous avons lu tous les trois, la SNCF joue son avenir. Pourquoi? Dans 2 ans, c'est-à-dire demain, la concurrence va permettre aux trains allemands, italiens, peut-être espagnols et privés d'utiliser le réseau ferré français. Actuellement, la SNCF renégocie son organisation et du travail aussi, les trains, les gares, les tarifs du futur et aussi un nouvel accord pour 2030 sur la durée du travail et les 35 heures. C'est pourquoi on dit que des grèves en série menacent avant, pendant l'Euro 2016 et les vacances d'été. Guillaume Pépi, vous direz aussi à Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde et à Michael Darmon d'ITélé, Bonjour. Si la SNCF a les ressources de ses ambitions, et d'abord pour nous tous voyageurs, si elle est capable d'assurer la sécurité face aux menaces terroristes qui ne cessent de grandir. Michael Darmon. Voilà, mais je prolonge la question de Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que tout simplement les Français sont en sécurité donc dans les trains et les gares, pour commencer par exemple les gares? Les attentats, y compris l'attentat du Thalys, nous ont tous bouleversés et les gares peuvent être une cible. Maintenant, la France a changé depuis ces attentats, les Français ont changé et la SNCF change. On ne prendra plus le train de la même façon. Très concrètement, beaucoup de choses vont changer. Quand vous arrivez à la gare, 2 choses nouvelles. La première, c'est que les agents de la SNCF vont pouvoir vérifier vos bagages et même faire une fouille de sécurité, Tous ce les qui n'était pas possible d'une avant. manière un peu aléatoire. Mais comment? Parce qu'on a entendu que vous étiez contre des portiques éventuellement. Attendez, je termine. Deuxième chose, nous avons 40 000 caméras à la SNCF, dont beaucoup dans les gares. Nous allons moderniser ces caméras, ça va être des caméras numériques, et ces caméras numériques vont devenir intelligentes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des logiciels qui permettent de repérer des mouvements suspects, et des agents SNCF, qu'on appelle des profileurs, qui vont observer ces images et voir si telle personne ou tel groupe de personnes ont en temps réel, voir si telle ou telle personne pose un problème. Ensuite, vous franchissez. Dans quel délai ces caméras vont-elles être... Ça démarre, ça s'applique au moment de l'euro. Deuxième temps, vous passez vers le quai. Là, 2 nouveautés. Première nouveauté, tout le monde en a beaucoup parlé. Thalys. Thalys, c'est un train international, comme Eurostar. Et je le redis de la façon la plus claire à votre micro. Nous maintenons, je maintiens les portiques Thalys. Il n'est pas question de les retirer. Et pourtant, le sénateur républicain de la Vienne, Alain Fouché, adversaire permanent de Ségolène Royal... sénateur républicain de la Vienne. Il a dit, je crois que c'est un député. Je le maintiens. Il a prétendu qu'en audition, vous avez dit que c'était coûteux et inutile. Où est la vérité? Est-ce que vous avez deux langages? Je viens de vous dire, Jean-Pierre Elkabbach, je viens de vous dire, je maintiens les portiques. Je maintiens les portiques, il n'est pas question de les retirer. Nous allons même remettre à Ségolène Royal, à Bernard Cazeneuve, à Alain Vidalis, la semaine prochaine, le rapport sur les 3 premiers mois de ces portiques. Oui, c'est un rapport qui a été fait par un groupe d'experts. Mais nous ajoutons, nous allons même plus loin, nous ajoutons d'autres portiques. Vous avez vu sans doute déjà à la gare Montparnasse, à la gare de Marseille, il y a des portiques qui servent à présenter son billet pour que quand on arrive sur le quai, on présente son billet. Nous allons ajouter à ces portiques, je dis bien ajouter, des dispositifs de détection des explosifs et des armes, de telle sorte que quand on passera dans environ une quinzaine de gares, la décision a été prise il y a quelques jours,
quand on passera dans une quinzaine de grandes gares françaises, on puisse avoir à la fois le contrôle des billets et le contrôle de sécurité. Plus encore, certains grands élus, comme Christian Estrosi, comme Xavier Bertrand, voire Valérie Pécresse, nous disent « Mais pourquoi on ne mettrait pas ces portiques qui à la fois vérifient les billets et qui sont des portiques de sécurité, pourquoi on ne les mettrait pas dans nos régions ?» Et donc c'est en ajoutant ces dispositifs que l'on assure la sécurité. Alors, et pardonnez-moi, parce que vous venez d'expliquer quelque chose de très important sur les portiques en France, dans les grandes gares. Sauf que, est-ce qu'on aura des portiques de l'autre côté des lignes, quand on passe à Amsterdam pour aller à Paris, il n'y a pas de portique? Je le souhaite. Ça ne dépend pas de moi. Le gouvernement français le souhaite. Le gouvernement français discute de cela avec les autorités belges, néerlandaises et allemandes. Et j'espère que ces autorités publiques-là décideront, comme en France, les portiques du Thalys. Donc, alors vous avez dit ce qui se passe dans les gares et peut-être sur les quais. Il faut que nous, les voyageurs, nous habituions à avoir de la patience. Combien de temps nous allons avoir à venir plus tôt dans une gare pour prendre un train? Écoutez, moi, je vais assez souvent à la gare du Nord pour voir comment ça se passe. D'abord, les voyageurs sont plutôt demandeurs de ces contrôles de sécurité. Et ça se passe le mieux possible. Par conséquent, il faut arriver entre 20 et 30 minutes avant quand on prend le Thalys, mais c'est la même chose quand on prend l'Eurostar. Ce qui est très important, c'est qu'on ajoute à ces dispositifs des choses nouvelles. Encore 2 exemples. La SNCF va avoir une 30aine de chiens renifleurs cette année pour multiplier les contrôles à l'intérieur des gares. De la même façon, je vous parlais de ces fameux profileurs. Profileurs, c'est des gens qui sont spécialement formés à repérer des situations qui peuvent être des situations à risque. Nous allons avoir une 20aine d'unités de profileurs. De contrôle systématique ou pas à l'entrée sur les trains? Ça va être des contrôles systématiques de tous les passagers ou des contrôles aléatoires? Et puis la question sur le TGV également, est-ce qu'on va venir maintenant beaucoup plus longtemps à l'avance à cause de... Alors comme l'a dit Madame Pécresse l'autre jour, on ne peut pas contrôler tout le monde. Par exemple à la gare du Nord, vous savez, à la gare du Nord, il y a 700 000 personnes qui passent du RER à un autre RER ou du RER au train chaque jour. C'est matériellement impossible. Mais, nous avons, un lien très fort avec les services de police et les services antiterroristes. Pour la sûreté, la SNCF n'est pas seule. Et par conséquent, notre patron de la sécurité, qui est Christian Lambert, l'ancien patron du RAID, lui, il met nos moyens là où les menaces ont été identifiées. Vous ne devenez pas des aéroports. En clair, le train, ça n'est pas l'avion. Il faut que le train soit sûr. Tout le monde doit pouvoir prendre le train de façon sereine. Jusqu'à présent, vous avez parlé des gares et des trains, des gares et des quais, mais sur les trains ou dans les trains. Alors là, on est tranquille, on fait ce qu'on veut. Alors on a vu ce qui se passe à l'entrée de la gare, on a vu ce qui se passe à l'entrée du quai. Soyons là encore concrets. Il y a des choses qui changent dans le train. 2 choses changent dans le train. D'abord, dans beaucoup de trains, il y a des caméras. Certains élus ont demandé que ces caméras soient suivies en direct. Par exemple, là encore, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, que les images qui sont dans les trains soient surveillées par un centre de contrôle. Premier changement. Deuxième changement, nos propres agents, les agents de la sûreté, ils sont 3000, vont désormais avoir le droit, grâce à une nouvelle loi qui s'appelle la loi Savary, de patrouiller armés et en civil. Armés et en civil dans les trains. Alors, en anglais ou dans les avions, ça s'appelle un train marshal. En français, un patrouilleur en civil armé. On pourra le reconnaître. Est-ce qu'il aura un petit badge? Il a un signal ou il a juste l'arme? Je crois que s'il est en civil, il peut bien entendu porter le brassard s'il est en intervention, mais le principe, c'est qu'on ne le voit pas. Donc il peut être dans n'importe quel train. On ne peut pas imaginer tous les trains, il y en a tellement, mais il peut être là comme il peut ne pas être là. Et vous dites patrouilleur armé, ça veut dire qu'il a l'autorisation de tirer éventuellement? Il est évidemment habilité, il est entraîné, il a subi une formation et cette formation est régulière par des services du type service de police. Mais je voudrais ajouter une dernière chose. On a parlé donc de la présence humaine. On a parlé des nouvelles technologies avec ces caméras intelligentes. Il faut aussi dire un mot de la vigilance de tout le monde. Les voyageurs, 10 millions chaque année dans les gares, ne vont pas se transformer en shérifs. Mais, dans cette vision de la sécurité, nous tous, vous, moi, les voyageurs, on a un petit rôle à jouer. C'est pour ça que
On a créé un numéro national d'appel, le 3117. Je profite de l'émission pour le rappeler. C'est un numéro que vous pouvez appeler quand vous sentez quelque chose qui vous paraît bizarre. Et même en SMS, 31 177. Le 31 177, vous savez, il y en a eu des appels 3000 le mois dernier. Et ces 3000 appels, c'est autant de petites cailloux qui peuvent nous aider un jour à déceler une situation dangereuse. On est encore dans les trains, que vous parlez de la sécurité à l'intérieur donc des trains. Comment évaluez-vous, parce que je crois comprendre que vous l'avez évoqué en tout petit comité, comment vous évaluez-vous le risque d'infiltration par des kamikazes, de conducteurs de trains qui pourraient faire une opération kamikaze? Alors ça, c'est une question grave auquel la nouvelle loi répond. La nouvelle loi, qui a été promulguée il y a 3 ou 4 jours, elle prévoit la possibilité pour la SNCF, et nous allons le faire, de réaliser des enquêtes administratives pour voir si quelqu'un est susceptible de se radicaliser, soit pour les embauches, et je vous rappelle qu'on embauche chaque année 9000 jeunes, la SNCF est parmi le top 3 des embauches en France, environ un millier. Et puis la deuxième chose que nous pouvons faire, si l'un de nos salariés donne des signes quelconques de radicalisation, nous pouvons faire une enquête administrative, et ce que je peux vous garantir, c'est que s'il y a le moindre doute, cette personne est retirée de toute fonction de sécurité. Il y a des gens qui ont été changés, qui ne sont plus qui ne sont plus roulants. Est-ce que vous avez fait des enquêtes, vous avez sorti des effectifs ou du... Et vous comprendrez que je n'entre pas dans le détail. Mais chez ADP, je n'entre pas dans le détail de telle ou telle personne, mais il y a environ une dizaine de cas l'année dernière. Une dizaine de cas. Et donc vous craignez qu'il y en ait davantage? Non, je vous dis, la SNCF, elle a beaucoup de défauts, beaucoup de qualités, mais à la SNCF, il n'y a pas de salle de prière, il n'y a pas de crèche de Noël. C'est une entreprise dans laquelle tous les salariés ont à cœur de veiller à la neutralité. Est-ce que ces mesures, elles sont faites parce qu'il y a l'Euro 2016 et elles disparaîtront après, ou elles commencent maintenant, elles seront appliquées au moment de l'Euro 2016 et peut-être des vacances d'été, ou ce sont des mesures pérennes en cours de développement? Je vous ai dit, la SNCF change. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui sont des mesures pérennes pour l'avenir. Et d'ailleurs, ça a un coût. Aujourd'hui, la SNCF dépense environ 400 millions d'euros pour ces mesures de protection. C'est combien par billet? Ça doit faire, je crois, de l'ordre de 1 ou 2 euros par billet. Est-ce qu'il va y avoir une taxe supplémentaire pour le voyageur? Cette dépense, elle va augmenter sans doute de 50%. C'est-à-dire 50%, ça représente... Mais il n'y aura pas d'augmentation du prix du billet. Il n'y aura pas de taxe de sûreté. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de dire que cette année, en 2016... il n'y a pas eu d'augmentation générale du prix des billets. Vous avez intérêt parce qu'il y a une concurrence terrible. Mais vous dites 50% de plus, ça fait quel chiffre global, le supplément en sécurité? On va ajouter à la dépense actuelle de l'ordre de 200 millions. Et alors, est-ce qu'il va falloir montrer sa carte d'identité quand on rentre dans le train? Non, car en aucun cas la SNCF n'est légitime à faire des vérifications d'identité. En République, ceux qui font des vérifications d'identité, c'est la police, la gendarmerie ou les militaires. Là-dessus, Bernard Cazeneuve a été extrêmement clair. Les relevés d'identité, les contrôles d'identité, c'est la force publique. Alors, il faut digérer toutes les mesures que vous venez de nous annoncer pour l'entrée dans les gares, les quais des gares et les trains. Pour souffler un peu, depuis que la loi Macron parle de l'ouverture des gares ou de certaines gares le dimanche, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Alors sans transition, l'ouverture des gares... un peu, parce que là vous avez asséné d'un certain nombre de mesures de sécurité. Alors, l'ouverture des gares le dimanche, c'est simple, c'est la fin des gares mortes. La gare Saint-Lazare était une gare morte. Le résultat à l'heure actuelle, c'est que 75% des commerces sont ouverts dans les gares. Ça représente à peu près 400 commerces. Et au passage, ça a créé plus de 600 emplois. Donc l'ouverture du dimanche dans les gares, ça fonctionne. Ça les fait vivre. Mais vous voulez dire que vous allez essayer de le développer dans d'autres gares, parce que vous nous avez cité Saint-Lazare. Oui, bien sûr, mais vous savez, les gares, aujourd'hui, c'est un de nos chantiers majeurs. On a vu que plein de gares ont été refaites, des très grandes gares. La gare Saint-Lazare, tout le monde l'a en tête. La gare de Lyon, c'est fait en ce moment. Devant nous, on a un programme pour refaire toutes les gares de France. On va refaire la gare du Nord, qui est vraiment moche.
on va refaire la gare d'Austerlitz, on va refaire une nouvelle fois la gare Montparnasse, et puis nous avons 30 projets de rénovation de gares. Et dès cette année, par exemple, la semaine prochaine, on va à Versailles-Chantier, on va à Gare-Sarcelles, on va à Lille. Ça fait combien d'argent? Vous avez les sous pour le faire? Parce que on va faire, on a l'impression que c'est Papa Noël. Non, c'est pas Papa Noël, mais Jean-Pierre Elkabbach, on est en train d'accomplir un saut de modernisation de la SNCF qui est sans précédent. On rénove le réseau, on y reviendra. C'est-à-dire que le réseau français, c'est le plus grand chantier d'Europe. On change les trains. On aura bientôt 90% de trains neufs et rénovés. Et puis, on vient de le dire, on remet à neuf les gares de France. Et c'est donc ce saut de modernisation-là, il n'est pas facile, qu'on est en train de conduire. On se retrouve dans un instant, le temps de souffler, récupérer un instant. Et puis, on repart parce qu'il y a tellement d'autres questions avec vous. Guillaume Pépy, merci d'être là. Invité Guillaume Pépy, PDG de la SNCF. Là, dans cette partie, 2 thèmes, les accidents et Brétigny et tout de suite le social. Arnaud Le Parmentier. Les cheminots étaient en grève lors de la journée de contestation de la loi El Khomri. Est-ce qu'ils sont concernés par la loi El Khomri? Non. Les cheminots de la SNCF ont un statut. Ils ne sont pas au Code du travail. Et par conséquent, le projet de loi El Khomri n'est pas applicable aux cheminots au statut, et je regrette. Faut leur demander. Moi, je regrette beaucoup cette grève dont les usagers ont pâti. C'est la précisons quand même que sur les organisations de la SNCF, 2 organisations, l'UNSA et la CFDT, n'étaient pas en grève. Étaient en grève la CGT, Sudrail et Force ouvrière. Mais je le redis devant vous, les cheminots ne sont pas concernés, lorsqu'ils sont en statut, ne sont pas concernés par le projet de loi. Combien coûte une journée de grève à la SNCF? Une journée de grève coûte 10 millions d'euros, donc il y en a eu 2, mettons 20 millions d'euros, et ça représente, c'est important de le dire, ça représente 4 TER tout neufs, c'est-à-dire 4 trains neufs qu'on aurait pu acheter et qu'on achète. Si on fait une grève 3 jours, 30 millions, ça fait quoi? Ça en fait 2 de plus, Jean-Pierre, ça en fait 6. Ça fait l'équivalent d'un TGV. Oui, bon, 30 millions, ça fait l'équivalent d'un TGV. Mais ils ont le droit de grève, qui peuvent être perdus. Est-ce qu'ils ne font pas grève tout simplement parce qu'ils sont en train, les cheminots, de commencer à protester, à contester la réforme que vous voulez lancer, peut-être qui pourrait toucher à leur statut, le craignent-ils, ou des conventions collectives? D'autant plus que les négociations sont en cours. Oui, et là, ça mérite quelques explications. La loi qui a créé la nouvelle SNCF réunifiée prévoit qu'il faut à la SNCF avoir une convention collective et qu'il faut renégocier notre accord sur les 35 heures. Avant la fin du mois de juin. Et pour combien d'années? Parce que la dernière, c'était 2000. Pour 20 ou 30 ans. Avant l'euro, quoi. Donc c'est une négociation très importante parce que dans quelques années, nous allons avoir la concurrence, c'est-à-dire d'autres trains que ceux de la SNCF. Qu'est-ce qu'il faut changer? Vous touchez au statut du cheminot? Non, on ne touche pas au statut. Ce qu'il faut faire, à l'intérieur des 35 heures, puisque c'est la loi, c'est organiser le travail de façon plus efficace. De façon très concrète, il faut par exemple que les salariés acquièrent de nouvelles compétences. Il faut que des règles un peu rigides soient renégociées pour rendre les 35 heures plus efficaces. Il faut qu'au lieu... Ça veut dire quoi? Parce qu'on ne peut pas prendre des exemples. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je lis que les cheminots, les roulants ont 122 jours de repos par an. Je vous prends un exemple concret. Aujourd'hui, quand un conducteur du fret, un train de marchandises, termine son service après 19h, par exemple à 20h ou 20h30, le lendemain, il ne peut pas être en congé parce qu'il a travaillé dans les règles actuelles trop tard. Et étant donné que le fret, ça ne marche pas le samedi et le dimanche parce que les entreprises sont fermées, eh bien très souvent, le samedi est une journée perdue. Eh bien ce que nous voulons, c'est pas le dumping social et revenir 175 ans en arrière. Ce que nous voulons, c'est renégocier avec les organisations syndicales ces règles. En clair, quoi, en fait. Pour résumer les choses, j'ai parlé de modernisation de la SNCF. Il ne peut pas y avoir de modernisation sans modernisation sociale. Et il y a une seule méthode pour la modernisation sociale, c'est la modernisation négociée, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous avez des syndicats très durs et majoritaires qui sont comme la CGT et Sud. Je ne suis pas là en train de faire la négociation, même sur votre plateau. Je vous pose la question parce que... Et je ne suis pas en train de terminer la négociation. Ce qui est positif, vous pouvez réduire ce chiffre, c'est que
tous les syndicats sont d'accord pour être autour de la table. Et tous les syndicats sont d'accord sur le fait qu'il faut moderniser la SNCF. Vous faites comme la négociation en ce moment. Vous me parlez de grève. C'est pas une réponse. Là aussi, je vais vous répondre clairement. On va tout faire, on va faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de grève. Mais cette réforme-là, elle est indispensable. Si jamais elle ne se faisait pas, prenons l'hypothèse théorique. On dirait, ah bah tiens, les cheminots ont gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné, les cheminots? Ils ont gagné le fait que rien ne change. Sauf que lorsque les trains de la concurrence arriveront, et on l'a déjà vu avec le fret, eh bien la SNCF perdra des marchés, perdra des appels d'offres, et à la fin, on perdra des emplois. C'est le chantage, mais vous dites le statu quo. C'est la réalité. Vous dites le statu quo, c'est le déclin et peut-être, je n'ose pas dire la mort, mais la disparition. Vous savez, la SNCF, elle est promise à un brillant avenir parce qu'on a besoin de plus de trains, parce que le train vent en poupe, pouvez pas dire le vent en poupe, non, c'est les gens qui le veulent, sauf si elle n'est pas capable de prendre les virages nécessaires, c'est-à-dire de s'adapter. Et moi, ce que je cherche, c'est pas à revenir il y a 100 ans en arrière. Je pense qu'il y a des acquis, j'hésite pas à dire le mot, des acquis qu'il faut préserver, et qu'il y a aussi des acquis qu'il faut savoir faire évoluer. Et toute cette négociation qui va nous prendre des semaines et des semaines, c'est trouver le point d'équilibre. Petite question, quel est l'âge de départ effectif d'un cheminot aujourd'hui à la retraite et quel est l'âge effectif de départ d'un roulant à la retraite? Alors, effectif, aujourd'hui, pour un roulant, c'est de l'ordre de 52 ans et demi, 53 ans. Et pour un autre cheminot, c'est de l'ordre de 57 à 58 ans. Ça fait partie des acquis, ça? C'est la loi. C'est la loi. C'est après la réforme de Sarkozy. C'est la réforme de Sarkozy de 2007 Absolument. Qui fait qu'on est à 52 ans et demi. Donc, je reviens à cette négociation. Cette négociation... Que vous ne menez pas actuellement. Elle a démarré. Ouais. Elle est vitale parce que si on réussit, ce que je peux dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura en France plus de trains parce que le train sera plus compétitif. Et il n'y aura donc pas moins de trains, mais plus de trains. Question, c'est ce que et la deuxième chose que je peux dire, c'est que la SNCF, dans la concurrence, elle peut en sortir gagnante et non pas perdante. Alors, et donc vous voyez que ce jeu est très important. Vous ne pouvez pas leur dire déjà de travailler 35 heures, parce que vous dites les 35 heures, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas les 35 heures. À la SNCF, on travaille 35 heures. Officiellement. Non, attends, il ne faut pas non plus être démagogue. Moi, mon métier de patron, c'est aussi de défendre les salariés. Et les salariés, ils travaillent 35 heures. Un agent qui est au guichet, un contrôleur, un agent qui fait le travail de nuit sur les voies, il travaille 35 heures. Il ne faut pas de démagogie. Vous aussi, vous méritez la casquette de la SNCF. Mise en danger à cause de cette négociation. Je vous ai dit, on fait tout le possible pour accélérer cette négociation. On fait tout le maximum pour éviter les... Oui, il y aura un rapport de force. Mais encore une fois, moi je fais confiance à la négociation. Je suis depuis 17 ans dans l'entreprise, je suis président depuis 7 ans. Je pense que cette négociation, tout le monde a intérêt à ce que ça soit un succès. Je le redis, tout le monde a intérêt à ce que ça soit un succès. Vous n'excluez pas, si tout le monde n'entend pas de la même manière, vous n'excluez pas qu'il y ait des grèves et on dit qu'elles auraient lieu entre le 15 et le 30 mai avec peut-être des débordements vers l'euro. C'est pas mon scénario. Mon scénario, vous l'excluez pas. C'est pas mon scénario. Mon scénario, c'est que tout le monde a intérêt à ce que cette négociation réussisse. Non seulement les salariés, les organisations syndicales et la SNCF. C'est pas votre scénario, mais c'est peut-être votre crainte. Bretigny, Monsieur Pépi, quelles leçons avez-vous tirées de cet accident 2 ans après? Bretigny, c'est quelque chose qui est dans toutes les mémoires, à la fois des cheminots, on vit avec, mais surtout des familles de victimes. C'est hier, c'était il y a 3 ans, c'est hier. Et il y a un avant et un après Bretigny. Notre première responsabilité, c'est d'être aux côtés des familles des victimes dans la durée, pendant des années et des années. C'est-à-dire s'il y a des dédommagements jusqu'au bout. Ensuite, je l'ai dit le jour même de l'accident, la SNCF est responsable de cet accident. Elle est responsable moralement et juridiquement. Mais le juridiquement, ça sera à la justice de le dire. J'espère dans quelques mois, parce que l'instruction judiciaire semble avoir été très rapide, très bien faite, avec d'énormes moyens, et je pense qu'on n'est pas très loin. Maintenant, je voudrais dire quelque chose devant vous tous. On a entendu ici ou là des soupçons, des interrogations qui sont sorties dans la presse du dossier d'instruction.
Oui, je vais dire les choses. Soyons précis, qui disent que, grosso modo, vous avez briefé vos salariés avant qu'ils aillent devant la justice. Je vais le dire de façon extrêmement nette, extrêmement ferme. Je vous affirme ici qu'aucun membre de la direction, ni moi-même évidemment, n'a donné d'instruction à qui que ce soit de dire autre chose que la vérité. Je m'y engage. Personne n'a reçu de la part de la direction de l'entreprise ou de moi-même d'autres instructions que de dire la vérité. Est-ce que vous avez coaché pour s'exprimer? Est-ce que vous avez coaché ces gens-là pour qu'ils s'expriment? Je vous réponds juste d'un mot. Le Code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est convoqué par un juge d'instruction, son employeur doit l'aider à préparer son audition. Ça, c'est le Code du travail. Si maintenant, la justice démontre qu'à tel ou tel endroit, il y a eu des initiatives. Par exemple, un procès verbal qui a été corrigé, un papier qui n'a pas été montré, un ordinateur qui aurait disparu de façon... Eh bien, dans ces cas-là, la justice prendra des sanctions judiciaires, parce que ça s'appelle faire obstruction à la justice, et je peux ajouter qu'il y aura une double peine, puisque les personnes, quel que soit leur niveau, seront exclues de la SNCF. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est à la justice de le dire. Parce que vous ne faites pas d'enquête. Mais nous n'avons pas le droit de faire d'enquête. C'est-à-dire, moi, je les vide. Les exemples que vous avez montrés, si vous pouvez. Les exemples que vous avez énumérés, peut-être laissent entendre que vous êtes peut-être déjà au courant de ces éventualités-là, non? Alors, moi, j'aurais aimé pouvoir faire une enquête parallèle. Que vous ne faites pas. J'ai pas le droit. Une fois que j'ai dit ça sur Bretigny, il y a une chose qu'on ne dit pas assez. C'est tout ce que nous avons fait pour que plus jamais ça se reproduise. Avant d'arriver là. Avant d'arriver là, vous avez dit les responsabilités et les mesures que vous prendriez. Mais à votre avis, quelles sont les raisons de la catastrophe de Bretigny? Avant de nous dire les mesures que vous voulez prendre. Parce qu'on dit il y avait un aiguillage qui vibrait trop, parce que les professionnels, et vous avez entendu ce que disait Europe tout à l'heure, il y a un bureau d'enquête, etc., qui prouve que les professionnels étaient peut-être trop jeunes, qui n'étaient pas formés. Les expertises, il y a beaucoup d'expertises, elles sont en cours, et comme toujours, il y a une bataille d'experts. Moi, je n'ai pas de conviction personnelle. Ce que je sais, c'est que le procès va pouvoir avoir lieu, j'espère, le plus vite possible, que la justice va donc pouvoir nous dire quelle est la vérité technique, et cette vérité technique, on en a absolument besoin pour vérifier que tout ce que nous avons fait depuis Bretigny, et ce que nous avons fait, je le dis d'un mot, on a vérifié l'intégralité du réseau. Mais aujourd'hui, il y a tout un débat de savoir si, grosso modo, cet aiguillage, c'est dû à un défaut d'entretien sur le long terme de la SNCF, ou si tout d'un coup ça s'est dégradé. Alors, vous êtes sur quelle thèse? Ça s'est dégradé tout d'un coup, donc on n'est pas tellement responsable. Moi, je ne suis pas l'expert. Il y a une bataille d'experts et moi, je fais confiance au procès qui va avoir lieu dans quelques temps. Ma responsabilité, c'est quoi? C'est pas de rendre la justice. La SNCF ne va pas rendre elle-même la justice. Vous n'avez aucune hypothèse de la direction de la SNCF. Ma responsabilité, c'est de tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Et cette fois-ci, je vais le dire. Non, allez nous dire, vous allez répondre au bureau d'enquête, si vous permettez, Guillaume Pépi, qui dit inexpérience, manque de formation. Et par exemple, vous avez entendu comme nous tout à l'heure, Guillaume Bier le raconter. C'est un ingénieur jeune qui venait d'entrer, qui a fait une inspection 8 jours avant et qui n'a rien vu. Oui. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est à la justice de voir si l'ingénieur a vu ou pas vu. Mais je reviens sur le rapport, puisque Europe 1 en a parlé il y a quelques instants. Il y a un an, un rapport est paru pour regarder les causes profondes de ces dysfonctionnements dans la maintenance du réseau. La conclusion était très claire. Il y a trop de jeunes et trop de personnes pas assez expérimentées qui entretiennent le réseau en Ile-de-France. Nous avons tout de suite pris avec Jacques Rapoport et en liaison avec Alain Vidalis, le ministre, nous avons pris 2 décisions. La première, c'est que toute personne qui est nommée en Ile-de-France y restera 10 ans pour que sa courbe d'expérience bénéficie à l'Île-de-France. Donc plus de turnover. Donc le bureau avait raison. Deuxième chose, nous avons apporté 150 experts ou amener 150 experts confirmés pour épauler les agents en Ile-de-France et faire en sorte que l'expérience soit meilleure. J'ai une question quand même sur l'enquête. Est-ce que la visite du 30 août 2012 sur
l'aiguillage de Brétigny, un an avant la catastrophe, a bien eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire que cette visite d'inspection de la SNCF a eu lieu? Il est contesté de savoir si elle a eu lieu ou pas, c'est eu un faux. Ça a été... Vous savez, vous essayez, et je ne vous en veux pas, de me faire aujourd'hui le procès sur le plateau. Non, vous êtes patron de la SNCF. Est-ce que l'aiguillage a été inspecté le 30 août 2012? Mais monsieur le Parmentier, vous savez ce que c'est qu'une instruction judiciaire, vous savez ce que c'est que le secret de l'instruction, vous savez que les familles, elles ont droit à une vérité judiciaire. Et la vérité est judiciaire. La question est peut-être aussi plus stratégique, Monsieur Pépi, dans le fonctionnement, parce qu'on voit bien maintenant que les débats vont se focaliser sur un ingénieur vous voyez ou bien, pas. oui. Bien sûr, et nous allons également l'évoquer. Est-ce qu'au fond, ça n'est pas aussi le résultat, puisque on voyait les mesures qui ont été prises sur l'expérience, est-ce que ça n'est pas aussi le résultat d'une politique tout TGV qui a mis de côté les voies secondaires et qui font que ces trains TGV sont passés sur des lignes défectueuses pour toutes les raisons que vous avez évoquées? Est-ce que c'est pas aussi le problème? Oui. Moi, quand je suis devenu président il y a 7 ans, nous avons changé les priorités. Nous avons cessé la priorité au TGV à tout faire ou au tout TGV pour dire que la priorité de la SNCF, c'est, et ça le restera, jusqu'en 2025, donc pendant encore 10 ans, ça restera la remise à niveau du réseau actuel. C'est la priorité absolue de la SNCF. C'est pour ça que la modernisation aujourd'hui, c'est l'enjeu principal. Je vous cite un chiffre de cette nuit même. À Chambéry, il y avait 480 cheminots qui, une nuit de plus, sont en train de changer des kilomètres et des kilomètres de rail. Il y a 50 kilomètres de rail. Et chaque nuit ainsi, ça continue. L'année dernière, en 2015, on a atteint un niveau record de modernisation. On a changé en France 480 aiguillages. On a l'année dernière plus de 1000 kilomètres de rail neuf. Et le point essentiel, c'est que la France, parce qu'elle avait construit toutes ces lignes TGV rapidement, la France a pris du retard sur la modernisation. Et donc, je le redis, le réseau français, c'est le plus gros chantier d'Europe. Et ça va encore l'être pendant 10 ans. Vous donnez des garanties pour qu'il n'y ait pas d'accident du type Brétigny ou ailleurs, etc., avec des systèmes qui sont vieillis et donc défectueux, ici. La sécurité est assurée. Jacques Rapoport, qui est le patron du réseau, l'a dit devant le Sénat il y a quelques jours, la sécurité est assurée grâce à 2 choses. 1, une maintenance. La maintenance, elle est au top, parce qu'aujourd'hui, la maintenance, c'est la priorité des priorités. Et la deuxième chose, si jamais il y a le moindre doute sur le réseau, le moindre doute, une installation qui vieillit, quelque chose de pas normal, ce que font les cheminots, c'est qu'ils mettent des ralentissements, de telle sorte que les trains puissent continuer à circuler, mais à vitesse réduite. Et donc, la maintenance, les ralentissements font que la sécurité est assurée. Et les essais du TGV, on les fera d'une manière beaucoup plus sûre. Oui. On ne faisait pas monter des familles en Si vous me donnez conduisant. 30 secondes, parce que vous n'avez pas voulu que je réponde à la question, qu'est-ce qu'on a fait depuis Brétigny? On a fait 3 choses. 1, on a vérifié, passé au peigne fin, l'intégralité du réseau français et on n'a pas trouvé de situation dangereuse. Deuxièmement, on a lancé un programme technologique de modernisation du réseau pour avoir des caméras numériques qui, la nuit... Des drones, peut-être. Voilà, les caméras numériques, la nuit, qui repèrent éventuellement les situations anormales sur le réseau. Et la troisième chose, on a lancé un programme massif de renouvellement des voies et des aiguillages. Tout ceci, ce programme qui s'appelle Vigirail, c'est la réponse que nous devons aux victimes et aux Français après cette catastrophe terrible. Nous nous retrouvons dans un instant avec vous pour cette émission qui est passionnée parce que c'est du concret et puis c'est des questions de survie pour les voyageurs et en même temps pour la SNCF. Et on va le voir comment. Invité Guillaume Pépi, la SNCF, on l'a dit, c'est 17 000 trains par jour, ce sont des millions de passagers ou de gens qui traversent les gares. Assurer la sécurité, c'est à la fois une gageure et une nécessité, vous l'avez dit, et on continuera à vous le faire dire. Mais il y a aussi la fraude. Est-ce que vous avez chiffré le montant peut-être annuel de la fraude en France? C'est 300 millions, mais au-delà du chiffre, je vais vous dire que les gens, moi je les vois beaucoup dans les trains et dans les gares, les gens en ont assez, pour être poli, en ont assez de la fraude et des fraudeurs. Et donc la loi est devenue plus sévère. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, vous fraudez de façon fréquente et puis vous ne payez pas vos procès-verbaux.
Eh bien, pas plus tard que la semaine dernière, à Rouen, quelqu'un qui n'avait pas payé 80 PV, vous vous rendez compte, 80 PV non payés, cette personne a été condamnée en vertu de la nouvelle loi à 6 mois de prison ferme, pas de la prison avec sursis. Et donc oui, il y a un tour de vis. Et moi, j'assume à 100% ce tour de vis. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire la fraude? L'autre élément, pour réduire la fraude, si vous pouvez, eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a 15 à 20% des PV qui sont recouvrés. Qu'est-ce que la loi a prévu? C'est vraiment une très bonne loi, cette loi Savary. Elle a prévu, que si vous fraudez dans un train, vous devez pouvoir justifier de votre identité. Et la deuxième chose qu'elle a prévue, c'est que l'État a le droit de nous donner les véritables adresses des personnes qui ont présenté leur pièce d'identité. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, on va pouvoir poursuivre les personnes avec leur bon nom et leur bonne adresse. Autrement dit, l'impunité des procès-verbaux, c'est fini. Si je fraude sans mes papiers, qu'est-ce qui se passe? Alors là encore, la loi est assez prévoyante et la loi est sévère. Elle prévoit qu'un agent de sécurité de la SNCF a le droit de vous retenir pendant 1 heure en attendant l'arrivée des forces de police. Ce sera systématisé. Alors ça, Oui. c'est à la base. Oui, et ça veut dire que l'impunité sur la fraude et l'impunité sur le non-paiement des procès-verbaux, c'est fini. La fraude, c'est un mal français. Alors, Et vous vous rendez compte le chiffre de 300 millions 10 par an. TGV, d'après C'est- ce que vous avez oui, dit. 10 TGV. Et ça fait une 50aine de trains de la vie alors quotidienne. justement, Monsieur Pépi, vous avez là parlé des fraudeurs, mais par rapport à ce qui vous incombe également, on sait que la fraude est l'enjeu de négociation avec le gouvernement, avec les collectivités, les régions, notamment l'Île-de-France, pour pouvoir aussi renflouer le pass Navigo. Vous devez donner 10 millions de ce point de vue-là, la SNCF, pour pouvoir renflouer ce pass Navigo. Pourquoi ça a l'air d'être compliqué, d'après ce qu'on comprend? Non, il y a une négociation financière avec le Conseil régional et le STIF, mais ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'en Ile-de-France, les choses vont changer. Un exemple concret, la gare Saint-Lazare, deuxième gare de France. La question, c'est les 10 millions que vous devez Je donner. les négocie 20 pas sur le millions plateau. RATP. Non, c'est une question, c'est pas, moi je négocie rien du tout. Non. La gare Saint-Lazare, c'est la Mais c'est une deuxième question. gare de France. Deuxième gare de France. Vous vous rendez compte que dans cette gare-là, il n'y a pas aujourd'hui de tourniquets qui permettent à ceux qui ont un billet de passer et à ceux qui n'ont pas de billet de pas de passer. Donc, Eh bien, je vous généralisation. annonce qu'à la gare Saint-Lazare, même si c'est compliqué, même si ça coûte très cher, même si ça ralentira quelques personnes, il y aura à la fin de l'année prochaine des tourniquets dans toute la gare Saint-Lazare. La fraude, ça suffit. Alors, si on passe sur l'avenir, l'écart Macron rentre en vigueur. Est-ce que quel effet ça va avoir sur votre chiffre d'affaires TGV à 5 ans? Est-ce que grosso modo, les gens vont pas prendre le car parce que c'est moins cher et que vous allez moins gagner d'argent sur le TGV? Je vais vous dire les choses comme je les sens. Ça va pas avoir un énorme impact. Par exemple, si vous prenez le car pour aller à Marseille, il faut 9 heures. C'est pas extraordinairement attractif. Mais, en même temps, il faut pas se le masquer. Les cars, ça a une utilité générale parce que ça permet à des gens qui ont pas du tout d'argent de voyager. L'autre Donc, jour, l'écart, c'est pour les pauvres et le train, c'est pour les non, riches. il y a des gens qui, certains jours, un étudiant par exemple, ont besoin d'aller vite. Et l'autre jour, il a du temps et il préfère mettre très peu d'euros. L'autre jour, j'étais au départ d'un Ouibus pour Londres. Et je discutais avec une femme qui a beaucoup de familles. Ils sont issus de l'immigration, beaucoup de familles à Londres. Elle n'était pas allée à Londres depuis des années et des années. Et elle était ravie de pouvoir aller à Londres. Elle y passera 8 heures de trajet. Mais le tarif était de 5 euros. Et donc, oui, il y a une utilité. Il y a un intérêt général. Ces cars sont utiles. Maintenant, ils ne remplaceront pas les trains. Nous, notre métier, c'est d'abord le train. Moi, je crois au train. On a un projet de développement du train, j'en ai parlé. Pour dire un mot, la SNCF investit 9 milliards cette année. 9 milliards. Tout ça pour moderniser, pour faire le saut de modernisation sur le réseau et sur les trains. Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, maintenant, c'est le prix qui va devenir plus attractif que le moyen de transport. C'est ça votre équation et votre défi. Je crois que c'est vrai. Et par exemple, vous voyez, on vient de créer, nous, une gamme de produits low cost. On a parlé du Ouibus. Il y a Ouicar, qui est de la location de voitures entre particuliers. Et puis, il y a Ouigo. Ouigo, c'est le TGV à prix canon. 5 euros pour les enfants et pour les adultes, entre 10 et 50 euros. Eh bien, ça cartonne. C'est-à-dire que la satisfaction des clients est extrêmement forte, 93%. La fréquentation est très élevée et je vous annonce que Ouigo, on va continuer à le développer. L'année prochaine, il y aura des Ouigo sur Strasbourg,
Il y aura des Ouigo sur Bordeaux. Mais comment vous financez ça? Comment vous ne faites pas faillite? Là, vous avez fait 12 milliards Vous avez dit en baissant les coûts. Attendez, vous avez dit des lignes nouvelles, des services nouveaux? Oui, là Ouigo, c'est environ, cette année, c'est 6 millions de billets. 6 millions de billets. L'année prochaine, 2017, quand on va ouvrir la ligne Tours-Bordeaux, on mettra des Ouigo vers Bordeaux et on mettra des Ouigo vers Strasbourg. Au total, je vous prends juste un exemple. Si vous voulez aller à Bordeaux, la SNCF vous offre le choix. Si vous êtes, par exemple, très très pressé, vous voulez un billet complètement échangeable et vous voulez super confort, eh ben prenez le TGV. Si vous voulez aller vite, mais que vous êtes prêt à partir de Massy, de Charles de Gaulle, prenez le Ouigo. Le Ouigo, c'est la grande vitesse à prix canon. Et si au fond, votre premier critère, c'est de payer très peu cher, la SNCF vous offre deux possibilités. D'abord un train corail. Nous avons remis un train corail entre Paris et Bordeaux et ça coûte 17 €. Et puis le bus. Et donc la SNCF, elle offre 4 modes de transport différents pour aller à Bordeaux. Revenons sur votre compte d'exploitation, monsieur Pépi. Comment vous allez éviter d'avoir ce qu'on subit Air France avec l'arrivée des low cost, par exemple, enfin Air France et les compagnies aériennes? Comment vous tenez ma responsabilité, c'est qu'il ne nous arrive pas ce qui est malheureusement arrivé ces dernières années à Air France. Autrement dit, nous prenons le tournant du low cost avant même que la concurrence soit là. Et pour ne pas perdre d'argent sur les finances de la SNCF, voilà, pour ne pas perdre l'argent, il faut baisser les coûts pour pouvoir baisser les prix. Le Ouigo, on a réussi à baisser nos coûts sans avoir des salariés du privé, des vacataires et des CDD. On a réussi, en se réorganisant le travail, on en parlait il y a un instant, on a réussi à baisser nos coûts de 40%. Est-ce que ça veut dire que dans l'avenir, vous vous efforcerez moins d'avoir des TGV, des trains à très grande vitesse, et que vous allez vous occuper des RER, des trains de proximité? Alors ça va sans doute vous surprendre. Parce que partout, tout le monde me parle TGV, nouvelle ligne de TGV, TGV. Non. Alors, justement, le projet de la SNCF pour les 5 ans qui viennent, le projet, je ne dis pas les projets, le projet, c'est une nouvelle ligne de RER. C'est une nouvelle ligne de RER Est-Ouest en région parisienne qui va doubler la ligne A. Tout le monde connaît la ligne A, c'est celle qui est Est-Ouest dans la région parisienne. Nous allons creuser un nouveau RER qui va s'appeler le RER E, qui va aller de Mantes-la-Jolie, la Défense, la Porte-Maillot, la gare Saint-Lazare, jusqu'à l'Est. Et ce chantier-là, il démarre cette année, 2016, grâce aux arbitrages qui ont été rendus par les élus et le Premier ministre. Il démarre cette année. C'est 6 000 emplois chaque année pendant 5 ans. Et puis une petite performance technique, parce qu'on est à la SNCF, on est un peu ingénieur. Il y aura un train, toutes les 108 secondes. Mais quand Michael Darmon pourra-t-il utiliser votre RER? Ce projet EOL, alors le creuser, honnêtement, c'est pas simple. Le premier entre 2020. On va creuser à la fois à Mantes, on va creuser à la Porte-Maillot à la Défense et on va creuser à Saint-Lazare. Est-ce qu'il y aura moins de retard dans vos trains? Parce que dans la campagne électorale régionale, c'est tout ce qu'on a entendu. Les trains, les retards. Vous avez eu bien du mal à faire des progrès. Vous aviez lancé il y a 5 ans un projet et ça n'a pas beaucoup marché. Je vais vous donner 2 exemples de retard qui sont des vraies difficultés. Le premier exemple, c'est les colis suspects. Les colis suspects, c'est 200 000 minutes perdues, tout simplement parce que des gens posent un sac de voyage, quelque chose qu'ils ont acheté, ils montent dans le train et ils l'oublient. Aujourd'hui, c'est plus de 10 colis suspects par jour sur le réseau. Et à chaque fois, vous savez ce qu'il faut faire? Vigipirate renforcé, périmètre de sécurité, interdiction de circulation. Donc je profite de votre micro pour dire, s'il vous plaît, n'oubliez pas vos sacs. Et la deuxième chose, c'est les travaux. On a parlé de travaux sans précédent. Non, il peut y avoir des retards aujourd'hui pour être à l'heure demain. Il peut y avoir des retards aujourd'hui pour être à l'heure demain. Par exemple, le RERC, tout le monde le connaît, c'est un grand RER qui passe au milieu de Paris. Ce RERC, la caténaire d'alimentation, c'est-à-dire le fil électrique d'alimentation, tenez-vous bien, il a 80 ans. Nous allons le changer à partir de la fin de l'année prochaine. Nous allons changer ce fil, ça va prendre 3 ans. Il y aura forcément des retards, mais dans 3 ans, l'alimentation électrique du RERC sera enfin neuve. On mènera avec vous toutes ces transformations, puisqu'on a vu que M. Jacques Rapaport a présenté sa démission en février. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un pour le remplacer? Je vais vous décevoir, M. Darmon, je suis vraiment le plus mal placé pour m'exprimer sur la question. C'est un choix que le gouvernement doit faire.
Et c'est un choix qui est entouré en plus Un peu en d'un avis concertation du avec vous, régulateur quand même. et en plus d'un Guillaume avis des Pépi, commissions On n'a parlementaires. pas parlé de la concurrence qui est décidée par l'Union européenne. Et dans 2 ans, elle commence dans 2 ans. Est-ce qu'on verra des trains de la Deutsche Bahn, des trains allemands, des trains italiens en France, ou même X ou Y peut s'acheter un train s'il en a les moyens et le faire circuler sur le réseau français? Alors pour s'acheter un train, faut déjà avoir un peu d'argent devant soi, hein. 30 millions d'euros pour un TGV. Donc oui, il y aura des trains. Oui, il y aura des trains étrangers. Et c'est pour ça que la modernisation de la SNCF est indispensable aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Et sur cette arrivée de la concurrence, il ne faut pas oublier que de l'autre côté, la SNCF s'exporte. C'est-à-dire que nous sommes, un tiers de notre activité se fait à l'étranger. Ouais, J'étais il y a 2 jours au Maroc ça, ouais. avec Alain Vidalis. Franchement, ça fait plaisir. Il y a des éléments de fierté. C'est la première ligne à grande vitesse du continent africain. Très bien, du TGV Tanger, Entre Tanger et Casablanca. Kenitra. Et Vous avez- c'est un TGV Vous pour avez dit lequel il y il a faut 600 changer, il Français. faut changer. Est-ce que la SNCF va changer de président? Ça dépend pas de moi. Je suis Vous le êtes seul là. peut-être à pas Vous pouvoir avez vous encore répondre. 3 Moi, ans de mandat. d'abord, je fais le plus beau job du monde. Parce que cette période de modernisation, c'est une période qui est D'accord. extrêmement motivante et ça dépend du gouvernement. Et moi, mon mandat Pas de va projet jusqu'à Air France 2020. Et je vais vous confier un petit secret. Louis Gallois avait fait 10 ans à la SNCF. Moi, j'aurais fait, si je vais au bout de mon mandat, une dizaine d'années à la SNCF. Je ne ferai pas de troisième mandat. Pas de projet pour Air vous ne faites France pas de troisième Je ne mandat. ferai pas de troisième mandat. C'est-à-dire qu'après les rails, Hein peut-être le vol. Air France, Non, peut-être après les rails, Pour longtemps autre chose. Autre chose. Et vous savez quoi en tête? Mais, Mais pas de troisième. l'heure d'aujourd'hui, c'est une heure, on va dire, ultra motivante à cause de cette Voilà, modernisation. donner des raisons d'être fier de la SNCF et de ce qu'elle va devenir en se modernisant. Et pour d'aimer ça, le train. si on a bien compris, d'aimer le train, on train. aime le train, de sans cesse réinventer la SNCF. Merci Guillaume Pépi. Merci à vous.